effectivement, moi, contrairement à mes deux prédécesseurs, je n'ai aucune légitimité pour m'adresser à vous, si ce n'est, comme le disent les politiques aujourd'hui, celle de la démocratie, puisqu'en fait je suis un élu d'un mouvement politique qui est celui des AFC. Je dis c'est important parce que, et je serai très court là-dessus, mais il faut se persuader aussi que toutes ces histoires très compliquées, comme celle de la bioéthique et comme celle du genre, ne sont pas que des affaires de spécialistes, qu'ils soient philosophes, anthropologues, psychologues, psychiatres, juristes, et que c'est bien des sujets dont il faut se saisir, et c'est d'autant plus important, et on va développer là-dessus, que finalement l'essentiel de la qualité du monde que nous voulons construire, et d'abord pour nos enfants, il va dépendre finalement de notre attitude personnelle, et pas tellement de la qualité de ce que vont nous raconter les spécialistes. Donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de légitimité, mais je prends quand même la parole, parce que finalement je vous donnerai un peu de courage à le faire également et à prendre en main votre vie. Alors, les AFC ont travaillé sur le coût du non-mariage. Michel m'a sollicité, Alain Michel m'a sollicité pour que je traite d'une partie tout à fait particulière qui est celle du coût économique du non-mariage. Nous avons lancé cette étude un petit peu en fait dans l'inspiration de l'ouvrage Famille, mariage et union de fait du Conseil pontifical pour la famille, qui en 2000 disait des choses tout à fait étonnantes, qui étaient de considérer les biens pour l'ensemble de la société dérivant de la communion conjugale, fondement du mariage et origine de la famille, et à les considérer notamment à la lumière des conséquences de la disparition de la famille. Donc on voit que finalement il y a une modernité toute particulière à essayer de regarder les questions qui se posent à notre société, pas simplement sous un regard d'un discours positif et d'une proposition de quelque chose, mais également finalement au travers de ce qui ne va pas. Aux AFC, nous avions décidé de nous enfourner cela à l'occasion du centenaire des AFC, parce qu'il nous est apparu que c'était rigolo, pour tous ceux qui avaient vécu cette terrible période des combats d'idéologie, qui en dépit du gender, je pense, sont un petit peu en train de s'estomper, ces combats. C'était quand même rigolo de voir, après de très nombreuses années où finalement la déconstruction, pour prendre les vocabulaires que vous avez employés ce matin, ou ces libérations qui nous ont été proposées et qui ont été adoptées objectivement par beaucoup, de se regarder ce que ça donne. Et donc c'est comme ça qu'en fait on a voulu se plonger là-dessus, et pas du tout finalement pour bâtir un discours de culpabilisation, mais bien finalement pour essayer d'établir un dialogue sur une base nouvelle qui est celle de finalement, si ça ne marche pas, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se poser des questions supplémentaires. Et donc c'est vraiment dans cet esprit-là que je vais essayer de m'adresser à vous. Je pense qu'il y a plus à faire à apporter à nos enfants qu'à essayer de combattre une idéologie en tant que telle. Alors, tout d'abord peut-être un tout petit point. Je vais commencer par essayer de définir très rapidement ce qu'on a appelé le non-mariage. Je vous expliquerai un petit peu quelle est la méthode de travail qu'on a adoptée, et puis enfin, j'essaierai d'en déduire un certain nombre d'éléments sur le coût économique du non-mariage. Nous nous sommes intéressés au non-mariage défini, en fait, ou plus exactement au mariage défini comme le contexte de l'union physique, intellectuelle, affective stable d'un homme et d'une femme, fondée sur l'amour, l'intelligence et la liberté des époux, et ouvert à la vie. C'est très compliqué parce que la nature humaine est assez dense, donc, mais c'était utile de le faire comme ça, parce que le faire autrement, c'est se réfugier ou se restreindre à une définition ou trop juridique ou trop théologique de l'union de l'homme et de la femme, et qui du coup manquera toujours d'un aspect. L'autre chose aussi, c'est que de temps en temps, par exemple en s'imaginant dans une société très éloignée de la nôtre, on peut avoir des structures familiales de qualité sans qu'elles nécessairement elles retrouvent la symbolique, qu'elle soit juridique ou même sociale, telle que nous la vivons. Autrement dit, on peut être un bon couple, même chez les pygmées ou les sud-américains. Je suis sud-américain, je vais me placer comme
l'exemplaire sous-développé. Et donc, ce que l'on a voulu regarder, c'est pas du tout le positionnement du coût du non-mariage par rapport à une norme juridique, par exemple, le mariage de la République ou le mariage chrétien, mais bien par rapport à une qualité de relation tout à fait spécifique. Ça permet d'ailleurs, en passant, d'identifier des critiques du non-mariage, pas simplement au travers du fait qu'on va rentrer ou pas dans un statut juridique donné, mais dans le fait que l'on vit ou pas effectivement cet agrippement. Parce que finalement, les petits singes, c'était bien la fourrure qui était importante pour eux. C'est pas l'idée que la mère devrait ou pas avoir une fourrure. Et donc, ce qui est intéressant dans la vie des humains, c'est ce qu'ils vivent effectivement et pas du tout la norme ou le lien juridique dans lequel ils s'intègrent. Même si, évidemment, ça a une importance. Alors, sur cette base-là, on a réuni un petit laboratoire de philosophes, bref, de tas de gens sérieux, que moi je suivais de suffisamment près pour m'assurer qu'ils restaient dans la commande qu'on leur donnait, mais en m'assurant aussi qu'ils respectaient bien en fait, la qualité de leur démarche scientifique. Et nous avons abouti en fait à un travail qu'on peut résumer de manière finalement assez radicale, c'est presque décevant, de la manière suivante. En fait, on identifie un peu deux familles de coûts. Il y a une première famille de coûts qui est absolument gigantesque, qui sont les coûts subis par l'enfant. La conséquence du non-mariage, c'est d'abord en fait de la souffrance chez l'enfant. Et ces coûts du non-mariage, en fait, ils ont des noms très simples. C'est de la violence subie, parce que la désunion, c'est pas simplement platonique. La désunion se manifeste par de la violence, par l'adoption. Et ça, c'est la petite guenon de tout à l'heure qui avait du mal elle-même en fait à devenir maman guenon. L'adoption de comportements violents, des discontinuités éducatives. Ça, c'est un mot technocratique pour dire en gros que les gamins, ils n'arrivent pas à suivre à l'école et qu'ils finissent avec de très mauvais diplômes quand ils en ont. Une énorme fragilité affective, que vous avez souligné fort justement, qui les amène en fait vers une nuptialité très tôt, mais une nuptialité extrêmement fragile. Donc ce besoin finalement de la petite couverture, mais finalement une couverture qui ne les satisfait pas. Et puis de manière générale, beaucoup plus de fragilité mentale. Et enfin, judiciarisés, puisqu'en fait ils sont d'abord leur vie est souvent traitée par le juge aux affaires familiales, et ensuite ils sont souvent en fait ou en tout cas plus souvent dans une situation en fait de délinquance. Et puis enfin, de manière générale, ça les conduit à une vie précaire, au sens économique du terme. L'autre famille de coûts qu'on a identifiée, alors je veux dire en passant, c'est assez terrible de voir cette relation mécanique de cause à effet. On identifie du non-mariage et on observe immédiatement donc, cette souffrance matérialisée et difficile de l'enfant. Il y a aussi la couche donc, des coûts directs que les adultes eux-mêmes subissent et qui, là aussi, se différencient hommes-femmes, avec les femmes qui sont le plus souvent plutôt psychologiquement moins déstabilisées dans la séparation, mais en revanche toujours très précarisées. C'est très étonnant. C'est vraiment une grosse difficulté économique qui caractérise la femme seule, en fait, la femme séparée, la femme abandonnée, la femme je ne sais pas quoi. L'homme, de son côté, en revanche, c'est plutôt la solitude et du coup l'alcoolisme et le désespoir. C'est vraiment, il y a des taux jusqu'à 9 fois plus de suicides chez l'homme qui vit dans le non-mariage que chez l'homme qui vit dans le mariage. Encore une fois, mariage au sens couple stable, etc., etc. Donc, vous voyez ce petit panorama rapide des coûts du non-mariage. Ils ont une conséquence économique qui sont gigantesques, puisqu'en fait, on peut dire que pratiquement 80 à 90% des coûts de l'assistance sociale en France, ça sert, et ça fait quand même la bagatelle de près de 6 milliards d'euros par an. Donc c'est donc la moitié des économies fiscales que Fillon vient de réaliser, donc pour vous donner une idée. Donc pratiquement l'essentiel de l'aide sociale en France est consacré en fait à ces coûts sociaux du non-mariage. Je passe sur les budgets de la justice.
c'est de l'ordre de 5 milliards par an. Il faut savoir que là aussi, les tribunaux sont encombrés au sens physique du terme par la problématique familiale, depuis le divorce jusqu'à tout ce qui va avec, c'est-à-dire les agressions mutuelles, les séparations difficiles, comment on règle et on remet en cause les gardes d'enfants, etc. Enfin, c'est donc considérable. Mais il y a aussi, on pourrait dire, tout ce que l'on peut appeler les coûts indirects, les coûts économiques indirects, parce que il est évident que toute cette violence, par exemple celle dont les enfants qui vivent dans une famille qui vit la situation du non-mariage, ça s'exprime par des dégâts, par cette incapacité à travailler, cette incapacité à avoir un travail correct, ou en tout cas à la hauteur du potentiel théorique, et qui se paye évidemment le prix fort. Il faut savoir que, par exemple, les familles monoparentales, en général, habitent les zones dites défavorisées. Et il faut savoir que dans une zone défavorisée, c'est immédiatement entre 2 fois et 9 fois plus de chômage. Vous voyez, finalement, sans rentrer dans le détail, le temps me manque, mais le non-mariage, c'est un accès, en fait, en France, à la précarité, dans le sens le plus torride du terme, c'est-à-dire mal logement, c'est-à-dire les familles pauvres. Aujourd'hui en France, je vous rappelle, on a plus de 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. C'est absolument ahurissant. Et donc on voit qu'il n'y a pas seulement en fait des populations immigrées, mais il y a également en fait tout ce produit, si je puis dire, du non-mariage. Alors, j'insiste pas trop là-dessus, si ce n'est peut-être quand même pour vous dire que il y a aussi des coûts économiques qui ne sont pas évalués, parce que d'abord ils ne sont pas faciles à évaluer, mais en plus ils sont très polémiques, c'est notamment le coût de la natalité. Alors évidemment aujourd'hui on y est plus sensible, puisqu'en fait on vient de faire un travail en France douloureux de retardement de l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, en fait, on sait que le coût du non-mariage, c'est notamment un coût sur la natalité, parce qu'évidemment, le non-mariage n'est pas une condition favorable à l'accueil de l'enfant, et du coup, ça place les sociétés dans une situation délicate, d'une espèce d'effet ciseau extrêmement négatif, où vous avez à la fois un vieillissement de la population, c'est-à-dire un accroissement d'un certain nombre de besoins de santé, etc., moins de personnes actives et en même temps moins de jeunes donc pour prendre le relais, assurer le soutien, etc. Donc avec des problèmes qui sont économiquement parfaitement identifiés aujourd'hui, même si évidemment on ne sait pas faire un lien tout à fait mathématique entre ce non-mariage et une baisse de la fécondité, ne serait-ce que parce que d'une part en fait l'instabilité familiale produit aussi le fait que quand on refonde une famille, quand on recompose une famille, on aspire immédiatement à avoir un enfant. Donc ça c'est une chose. Mais en même temps, c'est aujourd'hui aussi que la perspective, même si elle n'est pas avérée, mais la seule possibilité qu'un jour on se sépare, conduit les couples en fait à être extrêmement prudents en fait sur l'accueil de l'enfant, parce que il y a quand même un peu de responsabilité, et donc on sait que comme ça va pas être facile, on ne s'engage pas en fait dans la paternité comme on s'y engagerait dans un contexte plus stable, plus préservé. Donc ça c'est un point qui est très important qu'il faut rajouter à ce coût du non-mariage. On peut ajouter, et je pense que ce n'est pas anecdotique aussi, le coût finalement de la sous-optimisation des ressources. Le non-mariage, ça produit une fragmentation et une réduction de la taille des cellules familiales. Il y a un premier impact économique qui est très perceptible, c'est la tension sur le marché du logement. Il faut savoir en fait qu'en gros un couple c'est 80 mètres carrés. Quand vous séparez un couple, c'est plutôt 2 fois 60. Et 2 fois 60, c'est plus que 80, on est tous d'accord. Vous voyez que l'économie, c'est à la portée de tous.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous créez une tension sur le marché de l'immobilier des tout petits appartements. Donc ça a deux conséquences. Comme il n'y en a pas assez, tout le monde n'est pas bien logé. Et deuxième chose, vous avez un accroissement en fait, du prix au mètre carré par la loi de l'offre et la demande, sans que, évidemment, on ait un cent de ressources de plus. Puisqu'en fait, vous avez toujours, même s'ils sont séparés, le salaire de madame et le salaire de monsieur. Et donc, vous voyez, il y a la restructuration, au sens d'une structure différente de la société, en fait, induit en fait, des sous-optimisations économiques. Une autre qui est extrêmement intéressante et qui d'ailleurs nous permet aujourd'hui de voir les politiques avec une sérénité qui ne nous faisait pas de doute chez nous, mais chez eux, c'est la consommation d'énergie. Pendant longtemps, on a dit, oui, faire des enfants, c'est extrêmement dangereux, vous nous bouffez l'oxygène. En fait, aujourd'hui, et je vous renvoie sur une étude qu'a commandité le cabinet Green Inside, qui n'est pas du tout une filiale des AFC, et qui estime qu'une famille avec une seule personne consomme à peu près 3 fois plus, enfin produit 3 fois plus de CO2 que des familles de 5 personnes, c'est-à-dire 3 enfants et plus. 3 fois plus de CO2, notamment du fait justement du nombre de mètres carrés et du fait de la sous-optimisation des transports. Donc, vous voyez, enfin c'est... Alors, comme je vois que certains sourient, moi je souris également parce que quel usage peut-on faire finalement du regard que nous portons sur ces coûts du non-mariage, ces coûts économiques du non-mariage? Alors, peut-être deux choses, parce que la première chose sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est est-ce que le gender contribue à l'accentuation du coût du non-mariage? La réponse est intuitivement oui. En revanche, je pense que ça mérite de s'arrêter sur le pourquoi en fait, le gender contribue à l'accentuation du coût du mariage. Évidemment, la première raison est triviale, on va l'écarter tout de suite, enfin l'écarter, la prendre en compte tout de suite, c'est le gender porte en soi plus d'instabilité familiale. Donc normalement, le développement de la théorie du gender aboutit mécaniquement, d'une certaine manière, à augmenter numériquement la situation du non-mariage et donc mécaniquement aussi l'accentuation des coûts du non-mariage. Cependant, et je m'arrêterai bien quand même 30 secondes sur qu'est-ce que c'est que le non-mariage et quels sont finalement ces coûts fondamentaux du non-mariage. On vient de le voir, le non-mariage, c'est d'abord un générateur de violence. Et c'est ensuite, et en même temps, un générateur d'isolement et de désinvestissement à l'égard de la société. C'est très intéressant. On l'a vu tout à l'heure, l'homme devient dépressif. C'est ce que vous disiez. Privé d'affectif, l'homme devient dépressif. La femme se précarise. Elle ne se précarise pas simplement parce qu'il y a 2 fois moins de ressources à la maison, pas du tout en fait. Alors pour ceux qui aiment la politique familiale, en plus, les femmes isolées sont en réalité très aidées. Mais non, elle se précarise parce qu'en fait, quand l'homme devient dépressif, en fait, la femme, elle se désinvestit de la société. C'est-à-dire que le non-mariage, c'est de la dépression et c'est du désinvestissement. C'est-à-dire on débranche d'avec la société. La troisième chose, et ça c'est... J'aime pas beaucoup en fait l'analogie avec les animaux, mais comme la petite guenon, les enfants deviennent violents parce qu'ils deviennent individualistes. Et de manière générale, le non-mariage en fait est un accentuateur de cet individualisme. Et le gender, de ce point de vue-là, évidemment, accentue en fait, et d'une certaine façon normalise, substitue à la relation à l'autre, en fait, la relation où la primauté est à soi-même. Et donc, de ce point de vue-là, le gender, je dirais que c'est une espèce de multiplicateur exponentiel des coûts du non-mariage. Parce que, un exemple, à partir du moment, quand on prend, je ne sais plus lequel des ouvrages qui doivent être étudiés, vous explique en fait que finalement, dans la sexualité, il y a une espèce de mécanique par la recherche légitime du plaisir.
Ça, c'est ni plus ni moins en fait que la légitimation de la logique dite commutative, hein, pour les intellectuels, il y en a quelques-uns de qualité, donc c'est-à-dire une logique où en fait c'est donnant-donnant, et donc on entre en relation parce qu'on s'y retrouve. Bon. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit en fait à une société où on conforte les valeurs, je dirais, commerciales, typiquement libérales, et qui font aujourd'hui, je dirais, la grande faillite de la mondialisation, qui font aujourd'hui en fait qu'on achète des transistors à pas cher, mais que ça c'est sur la base du nouvel esclavage dit par le dumping social. Donc on voit que le gender, par cette individualisation, c'est une accentuation de la liberté. J'ai presque terminé. Autre phénomène qui va accentuer également ça, c'est la violence. À partir du moment où c'est la pulsion qui est première, c'est-à-dire c'est ce que je ressens qui est premier, c'est par définition en fait la légitimation de ce que j'appelle la violence douce. Vous savez très bien, aujourd'hui en France, la porno c'est parfait, il n'y a aucun problème. En revanche, la pédophilie c'est pas bon. La frontière entre les deux c'est très scabreux. Hein. Le gender ça produit la même chose, c'est-à-dire que la pulsion, c'est légitime. La revendication en fait, du droit à vivre ses pulsions, c'est légitime. Alors évidemment, si ça aboutit à assassiner sa femme, ça ne sera pas bien. En revanche, la violence faite à l'autre par l'infidélité, par les tensions familiales qui viennent en fait, de cette instabilité familiale, ça c'est légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà dans des couples en fait, qui ont du mal en fait, à trouver leur stabilité, en fait on légitime ce qui fonde et qui explique le pourquoi en fait on s'agressera mutuellement. On s'agressera pour simplement revendiquer cette autonomie, cette capacité à faire ce que l'on veut au moment où on le sent. Et c'est cette violence qui va engendrer la violence. Les enfants sont violents, c'est ça qui coûte à la société, mais parce qu'ils subissent la violence. C'est la petite gueulante de tout à l'heure. Je n'insiste pas davantage, et pour conclure, je dirais simplement une chose, c'est que ce qui est compliqué dans ces études du coût du non-mariage, c'est que, vous voyez, je viens de systématiquement mélanger l'économique, le social, avec le psychologique, avec l'anthropologique. Et tant qu'une société n'a pas mieux compris, mieux découvert, mieux senti au sens le plus quotidien du terme, pas simplement nos philosophes ou nos anthropologues, mais il faut vraiment que ça devienne quelque chose de plus évident dans sa matérialisation au quotidien. Les coûts du non-mariage ne peuvent être vécus que, en tout cas par ceux qui vivent ces états-là, que comme des éléments de culpabilisation. Et donc, en tant que militant, et là je parle aussi de notre mouvement, l'approfondissement de ces coûts du mariage ne sont pas une voie prioritaire parce que nous avons compris en faisant ces travaux-là que la voie prioritaire, c'est plutôt la voie éducative. C'est-à-dire que l'exemple ou la perspective du coût du non-mariage n'est pas suffisante pour que la société change parce que ces coûts du mariage ne permettent pas de comprendre simplement quels sont ces mécanismes, quels sont ces dommages profonds qui les provoquent. Et donc, je dirais deux conclusions. La première, c'est que politiquement, en fait, l'invocation de ces coûts du non-mariage ne sont pas très productifs, loin s'en faut, ils sont même essentiellement polémiques. La deuxième chose, c'est qu'en plus, c'est d'une certaine façon une manière facile de rentrer dans une dialectique où on cherche finalement à opposer une idéologie qui serait la nôtre contre l'idéologie du gender. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut, et en particulier par exemple aux politiques qui ont signé, vous savez les 80 qui ont signé pour le retrait de ces manuels, c'est que finalement, en dehors du coût du non-mariage, ils n'ont pas grand-chose à dire. J'entendais un député interviewé à la radio qui en disait « mais pourquoi vous avez signé ça ?» Il a dit, je le cite quasiment de mémoire, « si Adam et Ève avaient été des tenants du gender, il n'est pas sûr que notre génération aurait existé. » Donc ça c'est typiquement le coût de la natalité dû au gender. Sauf que quand on a dit ça, on n'a rien dit. Et il faut savoir, et j'ai fini, témoigner politiquement, mais aussi d'abord dans nos familles, par la densité et la clarté en fait du contenu et de la densité en fait de ce lien familial.